Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ce qui m'a été demandé, c'est de présenter mon coffre à outils que j'utilise moi dans le cadre de mon travail. Donc, je vais vous montrer plusieurs outils, plusieurs choses. Puis, ça sera à vous, peut-être dans la période de questions, de voir si vous voulez que je précise certaines choses. Donc, si on commence, la gestion intégrée des ennemis des cultures en maraîcher, par où commencer? Je veux juste dire que c'est un peu normal de ne pas trop savoir par où commencer. En maraîcher, souvent, les fermes avec lesquelles on travaille, il y a plusieurs cultures. Chacune de ces cultures a plusieurs ravageurs, plusieurs insectes, plusieurs maladies. Il y a plusieurs méthodes d'intervention en lien avec tous ces insectes-là. Puis aussi, chacune de ces fermes-là aussi sont particulières, là, ils ont leur précision à elles. Donc, c'est normal de ne pas savoir par où commencer. Puis, ben, j'ai le malheur de vous annoncer ce matin qu'effectivement, il n'y a pas de recette non plus. OK? Parce que chacune de ces entreprises-là sont différentes, parfois sont spécialisées, parfois très diversifiées, les saisons de culture sont différentes, l'évolution des ravageurs en saison varie aussi. Bien, il n'y a pas de recette unique. OK? Ça, il faut quand même se le rappeler. Fait que ce que je vous propose ce matin, c'est plutôt des pistes de réflexion, OK? Avec le petit icône qu'on voit ici, puis des outils aussi que j'utilise. Fait que dans le cadre là, le déroulement là, du webinaire ce matin, parfois, je vais juste vous allumer sur des questions un petit peu à se poser en lien avec ce petit pictogramme-là. Puis des fois, je vais vous montrer concrètement des outils que j'utilise dans chacune de ces les étapes là, de la GIEC en tant que telle. Fait que là, ici, on a toujours le fameux cycle là, de la GIEC avec les connaissances, prévention, suivi, intervention, évaluation. Mais dans le fond, un matin, c'est plus de voir où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact comme conseiller dans chacune de ces étapes-là, okay, pour aider le producteur à adopter des stratégies là, de lutte intégrée. Dans l'étape des connaissances, qu'est-ce que nous devons connaître comme conseiller pour aider les entreprises, les fermes avec lesquelles on travaille pour qu'ils adoptent de plus en plus différentes mesures là, de gestion intégrée des cultures et éventuellement aussi résulter au fait qu'on réduit les applications de pesticides puis les risques aussi. Qu'est-ce qu'on doit connaître à prime abord? Bien, je vous dirais que la base, là, c'est l'entreprise agricole avec laquelle on travaille. Okay? C'est sûr que, comme je disais tantôt, il y en a qui fournissent le marché en gros, les chaînes alimentaires. Il y en a qui sont plus en circuit court, que ce soit en conventionnel ou en régie biologique aussi. Ça va venir influencer un petit peu nos façons de faire. Les objectifs de chacune de ces fermes-là, c'est quoi? Les priorités, c'est quoi? Les ressources qu'ils peuvent mettre sur des actions à poser, c'est quoi? Les ressources financières aussi. Fait que chacune ont leurs priorités, puis ben, on doit s'adapter parce que c'est sûr que quand on peut arriver en tant que jeune conseiller qui sortent de l'école, des fois, on a beaucoup là, de bonnes intentions, mais il faut réaliser que c'est mieux de faire avaler des petites bouchées à la fois pour atteindre des petits objectifs pour éventuellement, à long terme, d'atteindre des plus grands résultats, des résultats plus concluants. Fait que c'est sûr que la base, il faut s'adapter avec les entreprises agricoles avec lesquelles on travaille. Puis par la suite, bien, c'est sûr que vient la question de connaître tous les ravageurs. Là. Selon chacune de ces fermes-là, bien, quelle culture ces fermes-là produisent. Donc, après ça, vient en sorte tous les ravageurs de chacune de ces cultures-là. Il faut les connaître. Il faut connaître aussi le cycle de vie de chacun de ces ravageurs-là, que ce soit des insectes, que ce soit des maladies, quelles conditions sont favorables au développement de ces maladies-là. On doit les connaître. Ça va venir influencer des stratégies d'intervention. C'est sûr qu'en connaissant le cycle de vie, bien, automatiquement, on vient à connaître aussi le nombre de générations qu'on a
en saison. Des fois, on en a une, des fois, on en a trois. C'est important de le savoir. Puis aussi, en connaissant les ravageurs, bien, c'est sûr qu'aussi, on est dehors, on est dans le champ, on voit des ravageurs, mais on voit aussi des gens qui travaillent en notre faveur, qui travaillent pour nous. Fait en connaissant les ravageurs à contrôler, bien, on peut connaître aussi les prédateurs naturels de ces ravageurs-là. Fait quoi regarder concrètement des outils? Si je vous rappelle là, ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, ici, c'est vraiment des outils concrets là, que j'utilise avec le petit pictogramme en bas. Mais c'est sûr que si on commence par la base, quoi regarder? Bien, en culture fruitière, parce que je l'ai mis aussi, mais c'est sûr que les livres là, que Liette Lambert a fait, je crois qu'ils sont en réédition aussi, mais ça, c'est quand même un must en culture de petits fruits, là, disponible par le CREAC aussi. C'est sûr que dans les guides de traitement phytosanitaire, j'ai mis un exemple pour le fraisier ici, ça peut être, il y a framboisier, bleuet, etc. Il y a aussi celui des légumes pour le site de l'Ontario. Bien, automatiquement, quand on sait les traitements phytosanitaires visent quoi, bien, en contrepartie, on déduit c'est qui les ravageurs à surveiller. Fait que ça peut être un autre outil qui est utilisé pour savoir quoi regarder quand on commence à faire le suivi là, en production maraîchère. C'est sûr que les avertissements du RAP sont un incontournable. Quand j'ai commencé en maraîcher, puis je savais toutes les cultures que j'allais suivre, j'avais imprimé tous les avertissements de toutes les cultures que j'allais suivre de la saison précédente pour me mettre dans le bain. Là, on recule de plusieurs années, mais c'est quand même pour vous donner une idée de ce qui se retrouve dans cet outil-là. C'est vraiment chronologiquement. C'est sûr que les avertissements, c'est à toutes les semaines. Fait que là, on peut voir en début de saison, c'est tel problème qui est une problématique. En milieu de saison, ça varie à d'autres insectes en fin de saison. Mais ça m'avait permis de m'imprégner un petit peu dans chacune de ces productions-là. C'est sûr qu'en parallèle à ça, l'équipe de Pleine Terre, on a créé un outil, le recueil de seuils d'intervention contre les insectes et maladies en culture maraîchère. Ça vient un peu suite à un peu cette expérience-là. Moi, j'avais en tête de créer un outil où un peu toute l'information se regrouperait dans un seul outil. Il y a une version qui est sortie en 2019, puis je vous mets déjà un petit cue qu'il y a une petite version avec des cultures supplémentaires qui va être disponible bientôt aussi. Mais là-dedans, on a, par exemple, ici, je vous ai mis une page exemple là, dans le chapitre carottes et ombellifères, on a la table des matières avec des insectes à surveiller et des maladies à surveiller. OK? Fait que là, ça vient un petit peu rétrécir un petit peu l'entonnoir pour savoir qu'est-ce qui est plus alarmant et qu'est-ce qui ne l'est peut-être pas. Il y a les itinéraires techniques aussi que je ne sais pas si les gens connaissent. Sur le site de AgroBonSens, c'est un outil, on peut le retrouver sous forme d'affiches, mais on peut le retrouver aussi sous forme de documents Word plus complets. Les affiches sont très synthétisées. Mais, puis c'est sûr qu'ils ne sont pas non plus pour toutes les cultures en tant que telles. Mais c'est un outil aussi qui mentionne là, quels ravageurs regarder dans ces cultures-là. Concernant les cycles de vie, c'est sûr que tantôt, je vous parlais des avertissements du RAP, mais le RAP aussi, selon les groupes de culture, font des fiches techniques en fonction de certains ravageurs en particulier. C'est sûr que les fiches techniques ne sont pas toutes existantes pour le moment. Je pense que c'est un work in progress, mais quand ils sont disponibles, ils sont très complètes. Puis, le cycle de vie, entre autres, peut se retrouver là-dedans. Quand on a la biologie de l'insecte, toutes les conditions que ça prend, mais un exemple aussi des cycles avec le nombre de jours à quelle température. Ça nous imprègne un petit peu dans la rapidité du cycle du développement des ravageurs. Il y a le site de IRIS aussi, phytoprotection, qui est un bon outil aussi pour différentes photos, c'est sûr, mais moi, je l'utilise beaucoup aussi pour comprendre le cycle de vie ou le nombre de générations, tout ça. Je vais consulter IRIS là, des fois pour des précisions de ce côté-là. Dans AgroMétéo, aussi, c'est un autre outil là, en cliquant là,
il y a une méthode là, pour arriver aux différents modèles, mais ça peut nous donner aussi des informations en lien avec les générations là, de certains ravageurs. Fait que ça sert à quoi là, de savoir ça? Bien, c'est sûr que ça sert à savoir ce que l'on cherche pour économiser du temps à se concentrer sur ce qui est important. Okay? Pour ne pas non plus perdre du temps sur des insectes qu'on retrouve normalement, puis veut pas, c'est sûr que ça vient influencer notre temps de travail en étant plus efficace. C'est sûr aussi, ça sert à comprendre le développement des ravageurs pour mieux cibler certaines interventions. Si je sais que mon insecte est plus sensible à un certain stade, ben c'est le fun que je le sache justement pour venir intervenir dans des endroits de faiblesse de ce ravageur-là ou en contrepartie, je peux faire le lien entre le cycle du ravageur, mais aussi le stade de ma culture pour aussi bien cibler des interventions en lien avec le stade de ma culture. Fait que c'est très important pour justement cibler les interventions au bon moment. Puis aussi, ben, c'est sûr, connaître aussi en lien avec les ennemis naturels, là, connaître ce qui travaille en notre faveur, justement, pour ne pas faire des interventions. Si des fois, il y a déjà, puis ça m'est déjà arrivé au champ, de voir des populations naturelles d'Amblisius contre le tétranique dans la fraise, par exemple. La productrice n'avait même pas introduit des ravageurs, puis ils travaillaient pour nous, puis ils faisaient le ménage, fait que c'était déjà super. Donc, si je poursuis, en tant que conseiller, est-ce qu'on a un impact dans l'aspect prévention du cycle à GIEC? OK? Fait que là, je vous répondrai non. Puis là, je vous entends dire non. Puis j'aurais le goût de continuer à dire ben pas au début. C'est sûr que au début, la première année qu'on travaille avec une entreprise agricole, c'est pas là où on travaille de façon vraiment le plus grand aspect là, en prévention, mais on peut semer des graines, par exemple. Okay? C'est vraiment notre rôle. C'est sûr qu'à cette étape-là, on débarque sur la ferme, les cultivars sont déjà choisis, le calendrier de production est établi, l'irrigation est déjà faite, tout est déjà comme enclenché. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, sauf que moi, je vois notre rôle vraiment un rôle d'observation, un rôle de noter les choses pour rediscuter par la suite, puis de modifier, puis discuter des possibilités avec le producteur. Parce que c'est sûr qu'il faut comprendre qu'une entreprise agricole fait tous ses différents choix en fonction de cultivars, par exemple, en fonction de plein de choses, en fonction de sa mise en marché, en fonction de les capacités d'entreposage du cultivar en tant que tel ou du transport en tant que tel. Fait de faire des changements qu'en fonction de la GIEC, des fois, ça ne considère pas certains aspects aussi qui sont importants. Mais quand on l'observe en tant que conseiller au champ, c'est important de le noter, puis après ça, d'en discuter, puis de voir s'il y a des alternatives disponibles sur le marché, par exemple. Les périodes de semis aussi, les producteurs vendent à des acheteurs, que ce soit des chaînes ou que ce soit en kiosque, si ça. Donc, c'est sûr que c'est difficile de modifier un calendrier de semis, mais par exemple, on peut quand même les mettre la puce à l'oreille que ben, c'est sûr qu'en début de saison, pour telle raison, ben, c'est sûr qu'on s'attend à avoir plus de pertes par rapport à tel ravageur. Enfin, veut pas, ben, c'est planifié au moins pour savoir l'effet sur les ventes de ces dommages-là en tant que tel. L'irrigation aussi, bien, c'est sûr que notre rôle, c'est de sensibiliser en lien avec la gestion des quantités, de ne pas irriguer trop longtemps selon des maladies de sol. Ça reste un impact qu'on peut avoir pour justement venir influencer aussi. C'est sûr que si on gère notre irrigation mieux, bien, on a moins de maladies, donc peut-être moins d'applications de pesticides par la suite, par exemple. C'est sûr aussi l'irrigation, ça peut venir influencer en fonction de quand est-ce qu'est due l'irrigation, bien, en lien avec le choix des produits aussi. On peut aussi aider pour que le choix soit plus justifié en lien avec les pratiques culturelles. Fertilisation, espacement, c'est tout un peu la même chose. On peut noter des choses, ne pas trop fertiliser en lien avec des bactéries, par exemple, mais c'est tout le temps
la modification de ce que ça l'implique, ces changements-là, ben, c'est de voir aussi ça l'implique quoi en lien avec le rendement, puis tout ça. Mais c'est quand même d'observer, de noter pour rediscuter. Fait que ça soit aussi là, jusqu'aux cultures pièges ou aux bandes fleuries. Fait que c'est sûr que ce n'est pas au début, mais avec le temps, moi, j'ai vraiment confiance que les graines, on peut les semer, puis oui, on a quand même un certain impact là-dedans. Fait que des outils à utiliser en lien avec la prévention, des outils concrets, toujours avec le petit icône en bas ici. Les fameuses fiches techniques que je parlais tantôt en lien avec, comme je disais, hein, la différence entre les avertissements, c'est vraiment toutes les semaines pour toutes, tandis que la fiche technique est vraiment spécialisée pour un ravageur ou une maladie. Fait que tantôt, je parlais des cycles de vie, mais tout l'aspect prévention, bonne pratique est intégré aussi dans ces fiches techniques-là. Par rapport aux sensibilités là, des cultivars, OK, tous les catalogues de semences, j'en ai mis quelques-unes, quelques exemples de catalogues, mais quand on les feuillette, on peut aussi faire des liens, puis voir, puis comprendre, ah ben oui, c'est normal, je vois tel truc au champ, et c'est vrai, ce cultivar-là est aussi sensible pour telle bactérie ou sensible pour telle maladie, puis après ça, ben, ça nous met un petit peu la chair autour de l'os, des fois, pour discuter avec les producteurs là, d'autres options qui pourraient être intéressantes. Il y a les sites aussi de pommes de terre aussi souvent là, qui décrivent les sensibilités de certaines variétés aussi. Dans les fameux itinéraires techniques, c'est sûr que je n'ai pas mis un exemple concret, là, mais je vous suggère fortement d'aller sur le site d'Agro-Bon Sens puis de les consulter pour voir réellement ce que ça inclut. Mais un itinéraire technique, c'est vraiment en lien avec chronologiquement, qu'est-ce que je dois faire à l'hiver, qu'est-ce que je dois faire au printemps. Après ça, quand je sème et par la suite, fait que c'est vraiment un outil chronologique. Puis tout l'aspect de prévention, les choses à faire et quand les faire sont mentionnés aussi dans ces itinéraires techniques-là. Fait que c'est un autre outil où les aspects de prévention là, sont mentionnés. Par la suite, je sens que je parle, bon, je me parle seule, mais en même temps, je ne suis pas toute seule. Merci d'être avec moi. Dans l'aspect suivi, là, je suis rendue à la 3e étape, comme vous voyez en bas ici, l'aspect suivi. On a fait les connaissances, on est allé à la prévention. Là, j'arrive au suivi. Est-ce qu'on a un impact comme conseiller? Bien, complètement. C'est sûr. C'est dans l'été, c'est le gros de l'action qu'on fait, OK? Mais ça dépend toujours, l'impact qu'on a dépend toujours de ce que veut l'entreprise, ce qu'elle veut comme service. Ça vient influencer l'impact que j'ai, c'est sûr. Un producteur qui est prêt à ce que je mette beaucoup de temps sur la ferme versus un producteur qui m'appelle juste pour régler un problème, on ne peut pas avoir le même impact comme conseiller dans les deux situations. Mais c'est sûr que quand l'entreprise veut beaucoup de services, puis aussi quand elle est prête à mettre beaucoup d'actions en place, bien là, c'est sûr qu'on a beaucoup d'impact comme conseiller dans l'aspect suivi de la ferme. Fait que c'est important de comprendre que veut l'entreprise avec laquelle je travaille, OK? Parce que selon ce qu'elle veut comme service de dépistage, par exemple, c'est sûr que ça vient influencer le temps que le conseiller met sur la ferme, OK? Puis, ben, c'est sûr qu'il faut quand même en parler. Ben, du temps, ben, ça fait que la facture pour le producteur est plus élevée aussi. Plus je mets de temps à la ferme, plus la facture est élevée. Fait que ça dépend tout le temps de ce que veut l'entreprise puis des avantages qu'elle y voit. Okay? Fait que c'est sûr qu'il y a des techniques de dépistage très complètes, systématiques, 1 à 2 fois par semaine selon les cultures, par variété, par date de plantation, dans tous les champs. Ça, c'est la crème de la crème, c'est sûr. Là, on voit tout régulièrement, tout le temps. C'est sûr que c'est exigeant en temps. Puis, ben, c'est de voir si l'entreprise est prête à avoir ce service-là. Il y a des petites variantes à ce premier modèle-là, qui est quand même tous les champs sont marchés à toutes les semaines, mais des fois, peut-être pas nécessairement par date de plantation ou par variété, mais il y a une façon de noter les observations. Ça, c'est sûr que c'est quand même très bon parce que ce qui est important
dans le suivi, c'est quand même que les choses, les champs, soient marchés régulièrement et complètement. Okay? Fait que là, après ça, c'est le détail qu'on va chercher. Plus on va chercher de détails, c'est sûr, plus ça l'implique du temps. Il y a tout l'aspect aussi de piégeage qui rentre en ligne de compte. Okay? Des fois, on peut faire du piégeage seul puis marcher moins les champs. Des fois, on combine les deux. Mais dans le cadre de mon travail avec notre équipe là, au bureau, avec mes collègues en maraîcher, bien, c'est sûr que tous ces types de piégeages-là, avec ou sans phéromones, selon les ravageurs, bien, on utilise tout ça là, dans l'été, selon le cas. Okay? Fait que c'est sûr que lorsqu'utilisé seul, bien, c'est pas toujours idéal. Okay? L'efficacité est variable là, selon la problématique. C'est sûr que des fois, elle peut déclencher une intervention selon le résultat qu'on a, mais des fois aussi, ça peut déclencher le fait, bien là, on commence à avoir du piégeage dans les pièges, donc on commence le suivi des plans au champ. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est d'utiliser en complémentarité. C'est sûr que ces outils-là doivent être disponibles là, selon les régions là, que vous êtes. C'est sûr aussi, ça peut s'atténuer un petit peu en temps le fameux spot check qu'on appelle ou la boucle au champ. C'est sûr que dans le cadre de la GIEC, c'est pas nécessairement une bonne façon là, de faire du suivi, mais j'avoue que même moi, je l'utilise des fois au champ dans le sens que je suis passée en début de semaine, j'ai vu quelque chose, on a la puce à l'oreille, mais on n'a pas tout à fait les conditions. Bien, des fois, oui, je vais aller refaire une petite saucette un peu plus tard, dans 2 jours, 3 jours, pour aller valider une observation récente. Moi, c'est là où je trouve qu'elle a sa place. Mais si on fait juste des spot checks tout le temps sans dépistage complet, bien là, c'est sûr que dans le cadre de la GIEC, on a beaucoup moins d'impact avec cette technique-là. Puis ça peut finir avec un tour en pick-up, mais c'est sûr qu'effectivement, pour la GIEC, ça non plus, ce n'est pas une façon où on peut observer l'évolution des ravageurs. Fait que le dépistage, ben, c'est sûr que c'est tout un monde. Là. Puis là, je vous ai donné quelques exemples juste pour vous montrer un petit peu la complexité qu'il peut y avoir en maraîcher. Puis, j'ai vraiment, je pourrais parler de dépistage pendant des heures, mais juste pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, c'est sûr que, par exemple, pour la mouche du chou, par exemple, ben, dans le chou en tant que tel, c'est sûr qu'on va s'inquiéter plus juste en début de saison. Okay? Fait que ça, il faut le savoir. Mais dans une crucifère racine, par exemple, ben, on va s'inquiéter toute la saison. Fait que ça aussi, il faut le savoir. C'est sûr que si on dépiste un chou toute la saison pour la mouche, ben, on perd du temps aussi. On augmente la facture. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il faut savoir quoi regarder, quand regarder en fonction de la culture, en fonction des ravageurs. Okay? Puis au même titre que si dans un crucifère racine, on regarderait juste la première génération, bien, on pourrait manquer des dommages par la suite. Fait que c'est important de savoir comment regarder, quoi regarder. Même chose pour la mouche, bien, dans les crucifères, par exemple, on va gratter les œufs au bas des plants. OK? Tandis que ben, dans l'oignon, on a la mouche de l'oignon aussi, mais on ne cherche pas du tout les œufs dans l'oignon, mais on les cherche dans les crucifères. Fait que, tu sais, au début, comment on s'y retrouve quand on ne le sait pas? Quand on débarque de l'université et on arrive dans les champs, ben, il s'apprend des outils pour au moins savoir quoi regarder, quand regarder pour être efficace. Même chose ici, un autre exemple avec, par exemple, la pyrale dans le poivron ou dans le maïs. On veut utiliser le même type de piège, les pièges héliotis pour piéger les papillons, mais on n'utilisera pas l'information du piégeage de papillons dans le maïs sucré pour déclencher un traitement. Mais on pourrait le faire dans le poivron, par exemple. Okay? Fait que c'est encore une autre différence. On vient dépister le même ravageur de la même façon, avec le même outil, sauf qu'on n'utilise pas l'information de la même façon. Okay? Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres. La punaise terne, par exemple, ici que j'ai rajouté, ben, dans la patate ou dans le poivron, qui sont la même famille botanique, bien, c'est sûr qu'on va s'inquiéter plus dans le poivron, mais on va s'inquiéter très peu. Moi, je n'ai jamais eu des cas problématiques dans la patate, par exemple. Mais ça aussi, il faut le savoir parce que c'est ça, c'est une question d'économie de temps aussi. Avec
les saisons aussi qu'on vit, qui sont de plus en plus dans les extrêmes avec des grosses périodes chaudes, bien, c'est sûr que quand moi j'ai commencé, au début, là, en maraîcher, bien, le tétranique, on s'inquiétait pas mal moins, mais maintenant, de plus en plus, il arrive des cas où il faut le surveiller, puis dans plusieurs cultures, que ce soit dans la tomate, que ce soit dans la patate, que ce soit dans l'haricot. J'ai même entendu dans le maïs sucré, c'est quand même, il faut le savoir. Perceur de la courge aussi, qui est un nouveau ravageur depuis quelques années, surtout dans le sud du Québec, ben c'est ça. Il y a des sensibilités à des types de courges qui aiment plus versus que l'autre. Fait que c'est toutes des choses qui viennent influencer notre travail. Puis quand on ne connaît pas l'information, on peut mettre beaucoup de temps. Fait que pourquoi c'est important? Je le rappelle, l'efficacité, économie de temps. Puis, c'est sûr qu'aussi, c'est en dépistant régulièrement, à toutes les semaines dans l'ensemble, qu'on peut aussi voir l'évolution des populations pour éventuellement attendre des seuils d'intervention avant d'intervenir en tant que tel. Puis c'est sûr que quand on est efficace puis qu'on sait quoi regarder, puis quand, c'est sûr aussi, on gagne la crédibilité auprès des entreprises. Puis ça aussi, c'est apprécié. Puis on gagne des points pour éventuellement aller ailleurs là, dans nos stratégies d'implantation. Fait que des outils concrets que j'utilise en lien avec le dépistage ou le diagnostic, OK? Je reviens aux fameuses fiches techniques. Okay, qui, oui, tantôt parlait des cycles, parlait de prévention, mais aussi toutes les techniques de dépistage sont très détaillées dans les fiches techniques avec vraiment des précisions. On change les phéromones au combien de semaines, le piège est placé à quelle hauteur. Ce détail-là est dans les fiches techniques. C'est très complet. Dans le recueil de seuil, tantôt, je vous ai juste parlé de la table des matières parce qu'on était dans l'étape des connaissances pour savoir quoi regarder. C'est sûr qu'à l'étape du dépistage, là, je vous ai montré là, une page au hasard là, à l'intérieur ici du recueil. Bien, c'est sûr que, mettons, pour la chrysomèle du haricot, bien, là, on voit des informations, les espaces de couleurs qui changent. La couleur change en fonction des chapitres, mais la section en haut avec les couleurs, c'est souvent les seuils d'intervention qu'on a trouvés. Moi, j'étais intéressée quand j'ai eu l'idée de cet outil-là. Je voulais extraire ce qui était connu au Québec. Puis je voulais extraire aussi ce qui était connu en Ontario puis dans le nord-est américain pour avoir des fois des comparables. Des fois, l'info n'était pas au Québec, fait que c'était le fun de l'avoir chez nos voisins ontariens ou nord-est américain, justement parce que c'est des zones qui se rapprochent de nous et pas nécessairement en Californie, qui ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Fait que les informations en lien avec les seuils de dépistage sont en haut ici. Les informations avec les techniques de dépistage sont très synthétisées et sont mentionnées en bas. Puis, dans l'encadré de couleurs, ici, souvent, c'est un peu des conditions favorables au développement, le nombre de générations aussi qui est mentionné là. Fait que c'est un autre outil qui mentionne les techniques de dépistage. Ils sont là-dedans. Pour le dépistage, c'est sûr que nous, on utilise beaucoup le Solida avec les phéromones, les pièges, savoir qu'est-ce qui est disponible dans quelle culture. On utilise ça. Les itinéraires techniques que je mentionnais tantôt parlent aussi des techniques de dépistage, comment on dépiste quoi, comment, à quel moment. C'est dans les itinéraires techniques. Puis en lien avec le diagnostic, c'est sûr que le labo de diagnostic là, à Québec, ça reste une source qu'on utilise encore, une ressource là, pour confirmer. Des fois, on a encore des questionnements. Donc, le labo de diagnostic. Puis, pour certains, là, je ne sais pas si tout le monde les connaît, les applications de l'INRA qui sont disponibles gratuitement. Il y en a plusieurs sur les courges, sur les melons, la laitue, les tomates, la patate. Fait que c'est sûr que des fois, bon, c'est européen, mais sont quand même bien faites. Puis, ça m'arrive à l'occasion de les utiliser. Fait que c'est quand même des beaux outils qui sont disponibles. Il y a aussi tout l'aspect de veille. Hein? Je parlais de piégeage aussi tantôt, là, mais il y a le dépistage en tant que suivi au champ, okay, de techniques de dépistage en tant que tel, mais la veille de l'information, d'être sensible à ce qui se passe ailleurs pour voir arriver les choses, ça reste complémentaire aussi au suivi en tant que tel au champ.
Donc, par exemple, j'ai des producteurs là, qui utilisent le modèle prévisionnel Mileos en lien avec le milieu de la pomme de terre. Puis, ben, le producteur reçoit l'avertissement, puis moi, je reçois l'avertissement aussi là, sur mon téléphone. Fait que c'est sûr que c'est complémentaire au suivi au champ en lien avec les périodes à risque d'infection. Fait que, puis aussi, j'utilise régulièrement, dépendamment là, des saisons, un site américain, là, USA Blight, pour voir ben, des cas de mildiou aux États-Unis. Ils se retrouvent-tu encore seulement en Floride ou en Virginie, ou on s'est rendu à côté de chez nous, dans le Maine ou dans l'État de New York, par exemple. Fait que là, ça me met la puce à l'oreille qu'il faut être encore plus à l'affût pour ne pas manquer les premières tâches au champ. Les capteurs de spores aussi, un producteur qui utilise dans l'oignon. Fait que ça, c'est sûr aussi, c'est très complémentaire au champ. Les premiers spores de mildiou sont jamais le fun à capturer, mais ça nous met la puce à l'oreille sur le niveau de risque. Même chose pour la quantité là, de spores de botrytis de l'oignon. Fait que tout ça vient aider au dépistage, aider à la prise de décision après ça pour les interventions. Fait que c'est des outils que j'utilise. Je vais aussi dieuter, par exemple, nos voisins de grande culture concernant le puceron du soya. Parce que moi, ben, dans le haricot, ça vient influencer un petit peu mon travail. C'est sûr que quand je sais que c'est une année à puceron dans le soya, ben là, je suis encore toujours à l'affût dans le haricot, mais on est encore plus à l'affût parce qu'on sait qu'il risque d'avoir des envolées là, dans le haricot. Fait que c'est quand même si moi, je ne suis pas conseillère en grande culture, j'utilise quand même des fois le rap grande culture ou mes collègues qui utilisent en grande culture, qui travaillent en grande culture. Je leur parle pour avoir la puce à l'oreille en lien avec ce qui se passe par rapport à ça. Le site On Vegetables ontarien aussi, je suis abonnée dans leur courriel. Dans le fond, c'est un peu comme un genre de rap, un peu comme notre rap, les avertissements du rap, mais ontarien. Fait que ça aussi, des fois, c'est le fun de savoir qu'eux ont atteint les premiers cas de mildiou dans le cocombe ou peu importe. Fait que là, encore là, je sais que ça s'en vient par chez nous. Le modèle agrométéo, même chose. En lien avec les degrés jours en saison, en lien avec où est-ce que je suis présentement, ben des fois, par exemple, pour la mouche de la carotte, ben je vais l'utiliser pour savoir, ben c'est-tu normal que je ne capture pas des mouches? Ah oui, je suis en 2 générations. Oups, là, il faut que je m'attende peut-être à avoir de la mouche parce que là, le modèle me dit que j'ai atteint mes degrés jours pour commencer à voir l'arrivée là, des insectes. Fait que c'est encore là des outils que j'utilise quotidiennement, ben, pas quotidiennement, mais régulièrement, là, selon les saisons, c'est toutes des choses là, qui sont réutilisées. Après ça, est-ce qu'on a beaucoup d'impact quand vient le temps d'intervenir en lien avec le producteur? Bien, quand même, c'est sûr. OK? Fait que c'est sûr que l'importance de bien connaître la ferme, c'est primordial aussi pour s'assurer du succès de l'intervention. Puis, comme je disais tantôt, en lien avec le service, connaître le dépistage, gagner en crédibilité pour renforcer aussi la pérennité des stratégies qui sont essayées sur les fermes. Fait que c'est sûr que le contact conseiller producteur, il est important en lien avec l'intervention, justement, dépendamment selon la mise en marché du producteur. J'ai-tu à ajuster mes seuils selon la mise en marché? C'est important de le savoir. Justement, on ne déclenchera pas l'avis de traitement au même moment selon ces caractéristiques-là aussi. S'adapter aussi en lien avec les choix alternatifs selon la volonté, les possibilités, les délais aussi en lien avec les commandes. Le producteur il est intéressé à commander des prédateurs, tout ça. On va l'accompagner là-dedans. On va en discuter. Des fois, c'est ça, ça peut être remis à la semaine d'après parce que là, les commandes, il y a des jours là, de butoir là, dans la semaine pour commander des prédateurs, mais on les accompagne là-dedans. On les accompagne aussi dans le choix du produit selon le contexte. OK, s'il annonce une pluie ou s'il fait très chaud, on peut avertir
de faire certaines applications dans certains contextes, soit en début de journée, soit changer de type de fongicide parce qu'il y a une grosse pluie qui est annoncée, aussi en fonction de tous les ravageurs qui sont présents. Fait que oui, on a quand même beaucoup là, d'impact en lien avec le moment d'intervenir et la façon qu'on utilise pour intervenir. Fait que c'est en faisant du champ complètement régulièrement qu'on peut aider aussi à sécuriser en lien avec le fait d'utiliser le seuil d'intervention. Des fois, au début, ils peuvent être plus craintifs parce qu'ils sont habitués des fois de le faire de façon plus rapidement. Mais quand on les sécurise en disant, regarde, OK, moi, je te dis de pas traiter, mais je vais repasser dans 2 jours, bien, c'est sûr que ça les sécurise de voir aussi là, qu'il n'y ait rien arrivé de grave par rapport à ça. Fait qu'on a tout ce rôle-là aussi à jouer là, auprès là, des entreprises avec lesquelles on travaille. Fait que l'impact du conseiller en lien avec un producteur là, qui décide de combiner différentes méthodes, bien, c'est sûr, c'est de voir en fonction de la méthode qu'il veut utiliser, bien, qu'est-ce qui doit être fait, puis surtout en amont. Parce que souvent, quand on combine des méthodes, puis on ne fait pas juste utiliser des produits en phytoprotection, bien, des fois, il y a des choses quand même à faire en amont. Fait qu'il faut savoir, il faut l'accompagner, savoir qu'est-ce qui est à faire, quand et comment, par exemple. Puis, en lien avec ça, bien, est-ce que j'adapte mes seuils d'intervention aussi? OK? Fait que, par exemple, ici, j'ai un cas pour un producteur là, qui veut mettre des filets, par exemple, pour la 2e génération de mouche de la carotte. Bien, c'est sûr qu'il faut mettre les filets avant que la génération arrive. OK? Fait qu'il faut que je le sache. C'est sûr que je n'attendrai pas le seuil d'intervention. Il faut que j'intervienne avant le seuil. Il faut que je m'informe sur où j'en suis dans mes degrés jours pour intervenir au bon moment puis mettre le filet au bon moment pour ne pas non plus piéger des mouches en dessous du filet puis accentuer le problème. Un autre exemple ici, par exemple, c'est des cultures pièges qui peuvent être utilisées pour le... Bien, en tout cas, c'est sûr que le perseur de la courge, c'est encore un ravageur qui est quand même assez récent encore, mais un culture piège préfère certains types de courges ou pas. Avec un producteur en biologique, on avait parlé, est-ce qu'on se part des transplants de courges Hubbard avant? Comment, tu sais, fait que là, il faut le savoir, il faut les partir, ces transplants-là, pour que le perceur de la courge soit plus attiré à ces plants-là versus le semis de courge à vendre en tant que tel. Fait que c'est de l'accompagnement en lien à savoir c'est quoi la méthode, qu'est-ce qu'il y a à faire quand pour justement s'assurer du succès de ces interventions-là. Fait que les alternatives, les méthodes alternatives qui peuvent être utilisées encore là dans les fiches techniques, tantôt, je reviens à ça, mais comme je disais, sont très complètes. Les méthodes de lutte biologique, physique sont aussi mentionnées dans ces fiches-là. Le site d'Agro-Bon Sens présente aussi une panoplie de techniques alternatives qui peuvent être utilisées. Je vous mentionne aussi l'itinéraire technique, parce que dans l'itinéraire technique, comme je vous disais, chronologiquement, il y a des choses qui sont proposées, mais si vous avez juste le goût d'aller vous imprégner sur différentes techniques possibles, c'est sûr que le site d'Agro-Bon Sens a recensé là, un paquet d'informations, puis sur chaque sujet, après ça, il nous amène à des liens supplémentaires. Fait que c'est vraiment pertinent d'aller consulter ça. Ici, l'INRA, il y a aussi une application en lien avec les prédateurs. Ici, j'ai un poster, par exemple, de PlanProd aussi en lien avec les prédateurs là, naturels. Il y a aussi Anatis BioBest là, qui existe, là, que je n'ai pas tout mis. Mais c'est tous des sites Internet où on peut aller s'informer en lien avec les prédateurs qu'on pourrait introduire, par exemple, au champ. Fait que c'est sûr que selon la régie, des fois, ça arrive qu'on est en régie conventionnelle puis qu'on met des prédateurs aussi. Hein? Il faut être conscient. C'est pas juste en régie biologique que ça se fait. Dans la fraise, c'est communément quand même utilisé là, contre le tétranique. Fait que c'est sûr que c'est important de connaître après ça, si j'ai à intervenir chimiquement pour un autre ravageur, qu'est-ce que j'utilise pour que ça soit le plus doux possible pour les prédateurs que j'ai introduits. Fait que ça, c'est différents outils qui mentionnent la compatibilité avec les ennemis naturels. Fait que l'IRDA a fait des posters là, en lien avec l'efficacité des différents produits, la compatibilité en lien avec les prédateurs.
Le bulletin en serre, il y a beaucoup quand même de prédateurs là, qui sont utilisés. Fait que moi, dans mon cartable que j'utilise, j'ai aussi ce document-là qui fait partie d'un document parmi tous les autres. Ça, ici, c'est l'endos là, de la fiche de Plan Prod que je vous ai mentionné tantôt avec, si je recule ici, là, l'endo mentionne aussi en fonction là, des différentes matières actives, aussi de la compatibilité avec les ennemis naturels. Dans le cas où le producteur veut seulement utiliser des produits en phytoprotection, c'est sûr de savoir c'est quoi sa mise en marché. Ça vient influencer l'adaptation des seuils qu'on peut utiliser un peu quand même. C'est sûr que pour le marché de gros, des fois, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre auprès de l'acheteur. La qualité attendue est vraiment... donc, il faut le considérer pour faire les bons choix et les bons moments d'intervention. Puis je reviens quand même à la base aussi de la qualité d'accompagner le producteur, juste en lien avec la qualité d'application. Okay? Ça reste la base, mais des fois, si on n'a pas vérifié le pH de l'eau, puis je le mentionne là parce que ça arrive encore, on a encore eu un cas où le pH n'avait pas été ajusté, puis c'est sûr que ça n'a pas contrôlé la population là, du ravageur comme on aurait souhaité. Fait que veut pas, quand la base n'est pas bien réglée, c'est sûr qu'après ça, ça peut quand même résulter à des traitements supplémentaires. Le fait de savoir aussi s'il y a de la résistance qui est connue, ça aussi, ça va venir influencer. Je peux, s'il y a une résistance connue, je vais éviter d'utiliser certaines matières actives parce que je vais faire plus de traitements, puis je n'aurai pas l'effet voulu. Les cibles de traitement aussi, on vient en lien avec le choix. Qu'est-ce que je cible? Quel stade du ravageur que je cible aussi? Ça, c'est notre rôle aussi de bien choisir les traitements en lien avec ça, par exemple. Il y a des traitements qui ciblent les œufs seulement, d'autres, c'est juste les adultes. C'est sûr que si on n'utilise pas le bon produit pour le bon stade, nécessairement, on s'embarque à refaire un traitement parce qu'on aurait pu utiliser un seul traitement puis faire le ménage à différents stades avec un produit beaucoup plus efficace. Il faut quand même y réfléchir. Okay? Fait que là encore, j'ai mis le petit pictogramme de point de réflexion parce que c'est important de le considérer. Fait qu'en fonction de ça, après ça, quelles sont mes options de produits disponibles en fonction de tous les produits selon mes cibles de traitement ou mes stades, c'est lesquels qui sont les mieux adaptés dans la situation où je suis présentement en lien avec la météo, en lien avec le stade du ravageur. Fait que tout ça, c'est vraiment le rôle du conseiller. On a vraiment un gros rôle à jouer là-dedans. Fait que les seuils sont mentionnés aussi dans les fiches techniques, sont mentionnés, comme je disais tantôt, dans le recueil de seuils, dans les itinéraires techniques. Fait que je vais repasser rapidement. Les différents outils en lien avec les interventions que j'utilise, c'est sûr que par rapport aux biopesticides, c'est sûr qu'il y a le bulletin du RAP en phytoprotection bio. Dans les bulletins de pesticides généraux, là, où sont mentionnés autant les produits conventionnels, on voit aussi que les produits bio sont mentionnés aussi dessus. Le site de Sage Pesticides reste aussi une source qu'on consulte vraiment de façon régulière en saison aussi. Les bulletins du RAP, encore là, en lien avec justement la résistance, faire la rotation de mes groupes, mes choix d'IRE, IRS, c'est quand même quelque chose qui sont consultés de façon journalier, c'est vraiment. Puis aussi, les tableaux synthèse sont pratiques, dépendamment, pour combiner des fois un traitement pour plusieurs ravageurs. C'est important, c'est intéressant en tout cas pour le conseiller d'avoir cet outil-là, cette synthèse-là pour avoir la vue d'ensemble. Des fois, au lieu de faire 2 traitements pour 2 ravageurs, des fois avec des IRE, IRS plus faibles, en combinant les deux, on a des IRE, IRS plus élevés qu'avec un seul traitement. Fait que, il faut quand même y réfléchir. L'efficacité des produits, le guide ontarien mentionne aussi, donne des cotes si ça maîtrise partiellement certains ravageurs. Fait que ça, c'est un autre outil qui est utilisé concrètement en lien avec les produits phytoprotection.
les fameux tableaux de l'IRDA aussi. Ici, il y a des cotes de 1 à 3 en ayant consulté des conseillers là, qui font ces productions-là. Fait que ça, c'est un autre aussi, des fois, tant qu'à faire un choix, c'est sûr qu'on va utiliser ce qui est le plus efficace, mais ça dépend tout le temps aussi là, de chaque situation. Ici, ce que je voulais aussi vous présenter, c'est que c'est important aussi de comprendre comment chacun des pesticides fonctionne. Des fois, sur l'étiquette, là, je n'ai pas mis l'étiquette ici, mais c'est sûr que l'étiquette, il faut consulter l'étiquette. C'est un outil aussi qu'on utilise. Des fois, c'est écrit clairement que c'est systémique, etc. Mais des fois, je ne sais pas, je ne trouve pas tout le temps facilement l'information. C'est sûr que le guide ACTA phytosanitaire, c'est un guide européen. Moi, je le commande toutes les quelques années. Il y a un paquet de matières actives là-dedans. Puis souvent, je trouve que c'est très bien décrit pour la façon que chaque insecticide fonctionne, chaque fongicide fonctionne. C'est-tu un curatif, c'est-tu un préventif, c'est-tu un systémique, c'est-tu un pénétrant? Moi, je trouve que c'est un bon outil à connaître. Dans les guides du fraisier, par exemple, il y a des pages à la fin où ils donnent aussi ce genre d'informations-là synthétisées dans un tableau. Moi, j'adore les tableaux. Je trouve que c'est une façon simple de retrouver toute l'information. Certains bulletins de pesticides aussi mentionnent à la fin des bulletins agit par contact ingestion sur les œufs, les larves et les adultes. Fait que comme je disais tantôt, c'est sûr que c'est important de savoir ça parce que je peux mettre un produit parce que homologué pour tel ravageur, mais si je ne cible pas le bon stade, ben, je fais un traitement pas efficace et ça réimplique un traitement supplémentaire. Fait que c'est important de savoir ce produit-là fonctionne comment pour bien l'utiliser et faire des bons choix. Dans le tableau de l'IRDA aussi, là, en lien avec le tétranique aussi, si les produits sont efficaces pour les œufs, les larves, les adultes, c'est aussi mentionné dedans. Fait que c'est des exemples d'outils en lien avec comment fonctionnent les produits qui sont quand même importants là, à connaître. J'ai aussi, moi, je suis quand même quelqu'un qui suit la pomme de terre, puis c'est un vieux bulletin là, qui existe, qui n'a pas été mis à jour, mais moi, j'ai toujours ma copie dans mon cartable. On dirait qu'il me sécurise ce document-là. J'ai encore un tableau, puis le fonctionnement, s'il est translaminaire, s'il est systémique, s'il y a une action antisporulente, s'il y a un effet rétroactif pour mes premières tâches. C'est un autre beau document complet qui mérite d'être connu, à imprimer, qui est toujours disponible, même s'il date de 2016, il est encore sur le site d'AgriRéseau. Je voulais aussi mentionner que discuter avec ses pairs, ses homologues, les conseillers d'expérience, les gens du MAPAC, les avertisseurs, c'est ce que je fais quotidiennement, autant dans le dépistage, je l'ai mis aussi au moment d'intervenir, mais il y a les outils papier tangibles, mais il y a aussi les gens avec qui ont de l'expérience, qu'on discute, qui voient des choses, des fois que nous, on ne voit pas. Fait que c'est vraiment, je trouvais ça important là, de mentionner que de s'établir un réseau puis de discuter, ça aide aussi dans l'avancement. Je finis, j'achève. Merci de votre patience. Dans le fond, ici, pour la dernière étape, c'est sûr que l'étape d'évaluation, rétroaction, bien ici, pour un conseiller, ça boucle la boucle. C'est sûr que c'est important de ne pas négliger cette étape-là. On veut évaluer ce qui a été fait, on veut le voir, on veut le valider, on veut connaître les résultats pour après ça discuter, adapter. Y a-t-il des choses qu'on aurait dû faire différemment pour replanifier? Hein? Là, on revient dans l'aspect prévention, on revient dans l'aspect acquisition de connaissances et prévention, parce que dépendamment, bien, on abandonne la stratégie? Est-ce qu'on la réessaye parce qu'on a modifié des choses ou est-ce que ce qu'on a fait, c'était parfait parce que les conditions étaient parfaites, puis on la répète? Fait que de boucler avec l'évaluation rétroaction, ça reste primordial pour toutes ces raisons-là. Fait que si ce n'est pas fait, bien, ce qui a fonctionné pourrait être abandonné parce que ça n'a pas été validé. Et ce qui n'a pas fonctionné peut ne pas être compris pourquoi que ça n'a pas été fonctionné.
pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on peut pas, parce qu'on ne l'a pas compris, on ne peut pas l'améliorer. Puis dans le fond, on fait juste barrer l'idée, on l'oublie, ça ne marche pas. Mais dans le fond, on n'a pas pris le temps de comprendre pourquoi que ça n'avait pas fonctionné, par exemple. Fait que c'est important de finaliser cette étape-là. Puis, ben, mes outils, c'est aussi simple que le téléphone, hein, la gestion de dossier, puis l'ordinateur. Moi, j'ai pas d'autres outils à vous proposer que ça. C'est vraiment la prise de notes, la prise de photos, puis la gestion de dossier qui rentre en ligne de compte. Puis là, ben, on vient reboucler la boucle, comme je disais tantôt, avec les connaissances, puis on recommence le cycle. Fait, en tout cas, j'espère que je ne vous ai pas trop étourdi ce matin. Je vous ai vraiment mis un peu la table sur tous les outils et les réflexions dans ce que ça implique réellement dans le monde maraîcher. Fait que c'est sûr que là, je ne sais pas, on en est où dans les questions. On n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais en tout cas, moi, je suis disponible, puis j'espère que vous avez apprécié là, votre heure avec moi là, ce matin. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ben, merci beaucoup, Mme Surdeck, pour votre conférence. C'était très intéressant. Puis oui, il y a plusieurs questions. Fait qu'on va prendre le temps de les répondre. Mais oui. OK, parfait. Ben, la première, en fait, la question est de savoir si vous utilisez les drones pour faire du dépistage. Moi, je n'utilise pas les drones. Je n'utilise pas les drones pour plein de raisons. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est sûr que je suis un peu je ne sais pas si je suis une dinosaure. Moi, j'aime le marché, les champs, le tangible. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est juste de voir le gain réel parce que, tu sais, comme j'expliquais, il y a tellement d'insectes, il y a tellement de maladies. Mais moi, la complémentarité de tout ça m'intéresse. Mais je ne pense pas que les drones peuvent nécessairement remplacer le fait de marcher au champ. Ouais. Mais je ne suis pas à jour nécessairement sur tout le potentiel d'utilisation de cet outil-là. Il y a probablement quelque chose à développer, mais personnellement, dans le cadre de notre travail, là, nous, on n'utilise pas. Ensuite. Ben, c'est ça, c'est en développement encore aussi. Hein, exactement. Dire, exactement. Prochaine question, on demande comme méthode de prévention, est-ce que vous mettez en place des mesures de biosécurité afin d'éviter la dispersion d'ennemis des cultures d'un champ à l'autre ou d'une entreprise à l'autre? Grande question quand même. Ouais. Pas vraiment. C'est plus des fois dans le... Tu sais, si je sais qu'un producteur, il a du mildiou dans son champ ou quelque chose, c'est sûr que, tu sais, souvent, j'irai pas le matin quand il y a de la rosée. Souvent, je vais finir par cette ferme-là. Je me déplacerai pas sur une ferme biologique après. Ou, tu sais, fait que je vais considérer ça. Est-ce que je me lave les bottes à chaque fois? Non. Est-ce que j'enlève grossièrement la terre? Oui. J'ai jamais été confrontée avec des mauvaises herbes résistantes où j'avais à mettre justement des protections sur mes bottes. Je comprends le risque, là. Comme je vous dis, des fois, c'est plus dans la gestion des fermes où, quand je connais les problématiques, je vais venir un peu changer ma routine de champ pour finir par les problèmes. Mais ça, déjà, c'est quand même un bon conseil à donner. C'est comme une base, hein, mais oui, quand même. Je pense que ça répond quand même bien à la question, mais oui, c'est sûr qu'on en parle de plus en plus. C'est pour ça que je trouve que la question est intéressante quand même. Oui, oui. Aussi, on a reçu comme question, peut-être un peu plus, en tout cas, je ne sais pas trop comment vous allez pouvoir répondre, mais c'est à force d'un aspect pour un agroéconomiste, comment s'y prendre pour être un conseiller en GIEC, autant pour le suivi qu'autant pour sensibiliser les entreprises aux différents aspects? Est-ce qu'il y a des documents de référence à ce niveau-là? Oh, attends, ça, c'est une bonne question dans le sens c'est ça, c'est pas une facile, là, parce que... Oui, parce qu'il faut toujours avoir des références sur qui l'a fait, d'utiliser des filets aussi. Je ne peux pas répondre à bulle pour point. Il faudrait que je revienne à cette personne-là, ou peut-être dans le chat, ou on avait dit qu'on mettrait peut-être les réponses à des questions disponibles. J'ai besoin d'y penser. Mais la question, savoir si c'est chiffré. Dans le fond, pour chacune des pratiques, est-ce qu'on a une idée des coûts, par exemple, d'implantation d'une méthode alternative, par exemple, ou est-ce qu'on a des documents par rapport à ça? Mettons, je comprends qu'on peut revenir après.
Oui, puis ça dépend. Tu sais, je pense pas qu'il y a comme une ressource qui a comme un peu centralisé toute cette On information-là. C'est s'étable sûr que peut-être? les gens, ben peut-être, ou tu sais, mettons, les gens de capteurs de sport, phytodata ou whatever, c'est sûr qu'économiquement, ils savent ce que ça représente d'avoir un capteur de sport chez quelqu'un. Tu sais, ça, oui, mettons, mais tu sais, là, c'est parce que, tu sais, on parle de quoi? Il y a une diversité de techniques. Est-ce que cette information-là est chiffrée et disponible clairement quelque part? Je ne sais pas. Bonne question. Il va falloir y revenir. Désolée. J'ai encore, mon Dieu, il y a des nouvelles qui rentrent, là, fait que je vais toutes les prendre. La prochaine, OK. quelqu'un demande, ce serait quoi les principales applications que vous utilisez sur votre téléphone, votre cellulaire, téléphone intelligent, en tout cas. Moi, là, je Est-ce qu'il y en a? m'excuse. Ben, tu sais, je ne suis pas super techno, OK? Moi, j'ai encore mon calepin avec moi pour ma prise de notes, là, de dépistage, là. Moi, j'ai un pad avec des copies carbone, là, puis j'aime ça le tangible, OK? J'aime ça le tangible. Fait que j'utilise pas, personnellement, je dis pas que ça n'existe pas, puis, tu sais, à un moment donné dans la vie, ça roule, puis on devrait peut-être s'arrêter puis voir qu'est-ce qui existe justement pour, tu sais, je gagne une efficacité au champ, je gagnerais peut-être une autre efficacité en saisissant mes données autrement. Mais tu sais, les applications que j'utilise dans mon téléphone, c'est sûr, c'est la météo et tout, mais pas dans la gestion de la prise de dépistage. Je ne sais OK. pas si la question est en lien avec la prise de données de C'est pas suivi au champ. précisé, mais ou du moins, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait intéressant à avoir? Mettons, si on était dans un monde idéal où on pourrait avoir demain matin l'outil parfait, ça serait quoi? Ben, tu sais, on a été approché chez Planter quelques fois pour des gens qui voulaient développer des outils. Puis je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont parmi nous là, qui ont peut-être aussi été sollicités. La différence en maraîcher versus en grande culture, c'est la complexité de tout ça. Tu sais, dans le blé ou dans le soya, c'est c'est peut-être moi, là, parce que je ne suis pas une développeuse là, d'applications, ou je sais pas, mais il y a il y a beaucoup de détails à considérer. Fait c'est sûr que ça pourrait être pertinent, mais de le développer en maraîcher pour que ça soit comme facile, simple, ça coche, euh, c'est sûr qu'il y aurait un intérêt, là, mais tu sais, je n'utilise pas, puis je ne dis pas que ça se fait pas. Je lance le défi. Prochaine question. On demande est-ce que la lutte naturelle, zoo et phyto, je crois je ne suis pas certaine de comprendre la parenthèse, des ennemis des cultures est préconisée au Québec ou est-ce qu'on privilégie plus souvent les produits chimiques, les produits de synthèse? Ben, c'est une Moi, comme opinion je peut-être, disais, là. moi, comme je disais tantôt, l'importance de connaître les fermes avec lesquelles on travaille. Moi, je travaille avec des entreprises conventionnelles qui veulent introduire des prédateurs. Tu sais, je ne dis pas que c'est la majorité de ma clientèle, mais il y en a que oui. Fait que c'est sûr que ça dépend tout le temps en lien avec la priorité de la ferme, puis l'économique de la chose. Puis est-ce que c'est préconisé? Est-ce que les traitements pesticides? C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de traitements pesticides, puis, mais encore là, moi, mon objectif ou le défi que je me suis toujours lancé, je me suis dit, bien, ceux qui veulent qu'utiliser des produits phytosanitaires, ben, je vais essayer de les rassurer dans ce que je suis capable de faire pour au moins limiter. S'ils ne sont pas prêts à mettre des prédateurs, ça sert à quoi que que je vende trop l'idée s'ils ne sont pas rendus là. Puis ce que je veux préciser quand même, c'est que avec le temps, on est capable de faire des changements. Moi, j'ai des producteurs chez qui je n'allais pas très souvent au début de ma carrière, puis maintenant, je mets vraiment beaucoup d'heures parce qu'ils ont vu l'intérêt, puis ils voient les avantages sur leur ferme. Fait ou même, là, ça déborde un peu du sujet, mais des engrais verts, des producteurs qui n'étaient pas prêts aux engrais verts il y a 15 ans, que maintenant, j'ai des engrais verts après des premiers champs hâtifs récoltés. Je fais « wow! » Fait que, tu sais, quand je parlais de semer des graines, Oui.
c'est dans autant les prédateurs que dans les bonnes pratiques, que dans la gestion de l'eau, que des fois, ils ne sont pas prêts, puis ça ne sert à rien de leur forcer dans la gorge. On travaille sur ce qu'eux veulent en priorité. On obtient des résultats, puis on avance. Puis après 5 ans, 10 ans, 15 ans, ben, on n'est plus à la même place. T'sais, moi, je le vois comme ça. T'sais. Mais c'est vrai, mais c'est ça aussi. La progression, c'est pas la même d'une personne à l'autre. On est tous extrêmement différents. Fait que je trouve ça intéressant comme approche de s'adapter à qui on a affaire. Je pense que c'est primordial. On n'a pas le choix. Parce que quand on gagne la crédibilité avec l'entreprise, là, ben, on peut faire des gains. Quand on arrive avec, ben là, moi, je connais ci, ça, faites ci, ça, ils peuvent nous claquer à la porte au nez, là, parce que, oui. fait que moi, je le vois comme ça. On n'est pas plus gagnant là, dans ce cas-là. Oui, moi, c'est ma technique, là, mais chacun sa technique. J'ai une dernière question, je la trouve vraiment intéressante, surtout dans le contexte où on est avec la COP26 présentement. Là. Okay. Comment les changements climatiques changeront nos interventions en GIEC? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ou des observations là, par rapport à ça? Et boboy, hein, on s'en va dans la philosophie ou dans la... C'est sûr que moi, je suis très conscientisée de ça. Je pense que les producteurs, de plus en plus, hein, la gestion de l'eau, ça les concerne, là, les extrêmes de température, ils les vivent, là. Les volumes d'eau, de s'équiper en irrigation, l'importance... Oups, excusez, la matière organique, j'en ai perdu mon casque tellement je suis troublée, mais l'importance de la matière organique en lien avec justement la qualité des sols, en lien avec la gestion de l'eau, puis la fertilisation, c'est toute une boucle, ça. Puis je dirais, qu'après 20 ans, moi, je vois quand même l'évolution dans tout ça. Je vois quand même de l'ouverture. Puis je pense que, tout le monde, on ne peut pas le nier, là, les changements climatiques. Là. Fait que je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent au rythme qu'ils peuvent. On parlait de réduction de pesticides, mais là, on parle un peu d'implantation de toute technique qui peut améliorer la ferme pour être prêt pour les changements climatiques. Mais oui, dans les ravageurs, dans les nouveaux ravageurs, dans la gestion de l'eau, dans la santé des sols, faut être prêt, puis il ne faut pas attendre en dernière minute. Puis y aurait-tu des outils? Ben oui, puis y aurait-il des outils qui nous manquent présentement puis qui nous seraient utiles, qu'il faudrait développer pour justement mieux se préparer à ça ou tout autre outil là, pour terminer? Après avoir présenté toute cette boîte à outils, y a-t-il quelque chose qui manque? Ouais. Oh, je sais pas. Là, on a vidé, on a pressé le citron au maximum. Non, mais là, tu parles-tu en lien avec les changements climatiques? Non, ben, de façon générale, à la GIEC, là, ouais. Ah, mais tu sais, moi, puis, tu sais, c'est sans prétention, hein, je vous ai montré un peu un plan. Il y a plein d'autres affaires, là, je suis sûre qu'il existe que je n'ai pas mentionné, puis c'était pas par... tu sais, je pense qu'il y a plein de choses. S'il manque quelque chose, vite de même, je ne le sais pas. Je n'étais pas prête à cette question-là, mais c'est ça. C'est bon. Ben, je pense qu'on va compléter là-dessus. On a déjà dépassé beaucoup notre temps, mais c'est ça les conférences intéressantes, ça crée ça. Fait que c'est toujours super, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Donc, merci encore beaucoup, Mme Surdek. Puis, je pense qu'on a répondu pas mal à toutes les questions, mais si on en découvre qu'on n'avait pas répondu faute de temps, ben, on vous rappelle qu'elles seront acheminées à Mme Surdek afin qu'elle y réponde par écrit. Donc, on vous fera parvenir le tout par la suite. Donc, merci à tous et toutes pour votre participation, vos questions. Vraiment, là, on a vu l'intérêt que ça a suscité, fait qu'on est très heureux de ça. Un sondage d'appréciation vous sera envoyé après le webinaire. Votre appréciation, le résultat du sondage et vos commentaires seront pris en considération et pour de futures activités, bien entendu. Mais avant de vous laisser aller, j'aimerais prendre quelques minutes pour remercier chaleureusement notre conférencière, Mme Nadia Surdek, qui est agronome, chef d'équipe et conseillère secteur maraîcher et fruitier chez Groupe Pleine Terre Incorporé et enseignante à temps partiel GTEA au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense qu'on comprend pourquoi elle est enseignante. Elle a une façon de vulgariser la matière qui est très intéressante et captivante. Nous vous invitons à visiter la page web CRAAG de l'événement. Vous pourrez y retrouver les prochaines dates des autres webinaires à venir.
Merci encore à tous de votre participation et on se revoit le 9 décembre prochain à la même heure pour le prochain webinaire qui sera présenté par Mme Vicky Villiard et qui portera également sur le coffre à outils des conseillers en GIEC, mais cette fois-ci, ce sera en grande culture. Donc, merci à tous encore et bonne journée.